Chers collègues et amis, c'est pour moi. So I will perhaps speak in French and say a very few words in English and Japanese, but as we are being registered, video recorded, and this session will be put on the site of the Collège de France. I will have to say a few words in French first. Chers collègues et amis, c'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette 4e édition des colloques Hiéroglossie, qui s'inaugurèrent en 2015 avec une première conférence où furent traités les aires linguistiques latines, turco-persanes et indo-tibétaines. La deuxième session, en juin 2016, organisée en collaboration avec mon collègue et ami François Massé, fut consacrée à ce que nous avons appelé les textes fondateurs de plusieurs grandes aires culturelles, Japon, Chine, Europe antique et médiévale. La troisième session, en juin 2018, traita du persan, du syro-araméen et de la langue arabe. Les actes du premier colloque sont sous presse et ne paraîtront malheureusement qu'à la fin de ce mois. J'aurais voulu vous accueillir en vous distribuant ce premier volume fraîchement imprimé en manière de preuve concrète des progrès de nos travaux. Le calendrier en a décidé autrement, mais soyez assurés qu'un exemplaire vous en sera envoyé dès sa parution et que le reste suivra au meilleur rythme possible. Cette 4e édition de notre colloque est plus que probablement la dernière qui se tiendra dans le cadre de ma chaire de philologie de la civilisation japonaise du Collège de France. Et elle en constitue en quelque sorte l'aboutissement, au point que je lui ai donné le sous-titre de sinoglossie, sans prétendre avoir inventé ce terme qui semble déjà employé par ailleurs, sans que j'en ai bien compris le sens, mais que je voudrais utiliser ici pour décrire l'ensemble culturel complexe qui sera au centre de nos travaux. Ainsi que je l'ai déjà expliqué à chacune des rencontres précédentes, c'est à partir de la situation culturelle japonaise que j'ai élaboré la notion de hiéroglossie, terme dont je ne revendique pas non plus la paternité, mais seulement l'acception particulière dans laquelle je le prends. Il me semble en effet qu'il est impossible d'avoir une compréhension d'ensemble de l'évolution de la culture japonaise sans placer au centre de notre réflexion la dialectique sino-japonaise, le dialogue des deux langues, que l'on résume dans la formule wa-kan, qui s'est instauré dès le début de l'histoire écrite et probablement bien avant. Il s'agit d'un dialogue inégal, asymétrique en son principe, puisque la partie chinoise avait tout, la partie japonaise fort peu de choses. Il est presque impossible de remonter à un état de la culture japonaise qui soit exempt de l'influence chinoise. Tout au plus pourrait-on soutenir, et c'est une hypothèse, que les théonymes, les noms des dieux, les toponymes et la forme poétique du waka, si caractéristiques, soient des données préalables liées aux plus profondes strates de la langue japonaise. Et pourtant, à partir d'un noyau aussi restreint, l'œuvre continue des lettrés japonais a mené à la constitution d'une culture voulue et perçue comme originale en regard de la culture continentale, grâce à un processus remarquablement raffiné de démarquage, d'altération, un terme que je reprends à M. Romain Ménini, spécialiste de Rabelais, d'altération de la culture écrite chinoise. En quelques générations, la constitution d'un corpus historico-mythologique comme le Kojiki, d'un recueil poétique imposant comme le Manyoshu, donnait à la culture japonaise et à ses tenants une première fondation linguistique d'une tradition qui pouvait passer, grâce à ce remaniement, ce remaniement langagier, pour le fruit d'une histoire immémoriale et pouvait être mise en parallèle avec le modèle chinois. Dès l'époque de Nara se développe donc cette conscience symétrique du dialogue wa-kan qui vise à donner à la culture d'accueil un statut égal à la culture informante. Malgré l'exacerbation de la conscience langagière japonaise qui mène à un renversement des valeurs à la fin de la période d'Edo avec les idées de Motoori Norinaga, la relation ne fut pas abolie. Elle revint au contraire en pleine lumière à l'époque du Meiji, où l'influence de la langue écrite chinoise comme instrument de la néologie moderne redonna à cette dernière une position de prédominance. Il n'est pas exagéré de dire donc que des débuts de l'histoire japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est cette relation hiéroglossique que nous appelons sinoglossique qui est le support de l'évolution culturelle du Japon. Certes, on parle aussi de sinophonie, ou en japonais de kanji bunkaken, hanze wen huachuan, ou ère culturelle des caractères chinois.
Mais cette dénomination est trop restreinte. Ce que nous voulons montrer par l'usage du terme sinoglossie, c'est que l'interaction qui s'opère entre les deux langues ne concerne pas seulement la dimension linguistique ou graphique à proprement parler, mais qu'elle relève bien de la hiéroglossie, c'est-à-dire d'une relation hiérarchisée entre deux langues. Le vocabulaire de la langue d'accueil, même lorsqu'il n'est pas linguistiquement emprunté à la langue donatrice, est en réalité, de façon presque encryptée, déterminé par les sens prévalents dans cette dernière langue. Il suffira de mentionner ici, comme l'un des exemples les plus typiques de surdétermination sémantique, la richesse du terme japonais kokoro, par exemple, dont le sens originellement physique fut totalement occulté sous l'influence du bouddhisme, pour résumer en la superposition de ces sens l'ensemble des doctrines psychologiques bouddhiques indiennes et chinoises. Cette observation nous amène à un aspect important de la relation hiéroglossique, à savoir qu'elle est conditionnée, catalysée, stimulée par le transfert des doctrines religieuses d'une langue dans une autre. Doctrine religieuse ou doctrine philosophique, si nous sommes prêts à admettre que dans les époques qui nous intéressent, de l'Antiquité au temps moderne, philosophie et théologie se distinguent difficilement, à moins de céder à la facilité en déclarant théologie seulement ce qui est transmis par une institution religieuse. Dans le cas de Kokoro, comme dans bien d'autres, c'est l'alliance singulière qui s'est opérée au Japon entre doctrine bouddhique et poésie japonaise, le waka, qui a permis l'enrichissement de ce terme au point de le rendre presque intraduisible dans les autres langues et même dans la langue chinoise qu'il a cependant formée. C'est donc la sinoglossie, la hiéroglossie sino-japonaise qui est le thème de notre 4e colloque. Mais il aurait été difficilement concevable d'aborder cette extraordinaire symbiose culturelle sans considérer aussi les autres domaines de la sinoglossie telle qu'elle s'est manifestée dans les pays voisins de la Chine ou même à l'intérieur de l'Empire chinois. La Corée, le Vietnam, les minorités de la Chine actuelle comme celle des Zhuang. Chacune de ces aires culturelles présente une solution unique et originale à l'acculturation sinoglossique. Il y a beaucoup de points similaires, beaucoup de différences. Il ne faudrait surtout pas penser que l'abandon des caractères chinois, tel qu'il a été effectué au Vietnam et qu'il est en passe de se faire en Corée, rendrait le phénomène caduc. Bien au contraire, l'absence de caractère, ce que l'on pourrait appeler la sinographie, n'est-ce pas, le kanji bunkaken, rend encore plus perceptible la présence de la sinoglossie, qui est l'imprégnation en profondeur, au cœur même de la langue, des sens créés dans la langue chinoise. Il me reste à vous remercier profondément d'avoir accepté de participer à cette 4e rencontre, tout en vous présentant mes excuses pour l'organisation quelque peu échevelée d'une réunion aussi importante pour nos recherches. Je suis l'unique responsable des inconsistances d'organisation et j'espère de tout cœur qu'elles ne nous empêcheront pas d'aller au bout de notre propos. Merci encore à tous et au travail. I will simply, just in 30 seconds, as you see, I choose to translate the Japanese word Kambun Bunkaken by Sinoglossia. And it's a part of a broader phenomenon that I call hieroglossia, which is the relationship between a group of language in which one language is predominant and influence the meaning and the worldview of the other languages by a very skillful network of translations and allusions. For me, the archetype of this hieroglossia is the Wakan relationship, the Chinese-Japanese relation within the Japanese culture. And now today we will try to explore this phenomenon, not only within the Wakan relationship, but with other cultural areas in Asia. That's why I thank all the specialists who accepted to play the game and come here today for a rather unusual meeting. 日本語で簡単に申しますと、この、皆さんご存知と思いますけど、私正語論とか正語性という観念を、考え出して、結局和漢を見本にして
ある文化圏の中、一つの言葉を中心にした文化圏、例えば、もちろん、この場合は和漢の文化圏ですけれど、他にヨーロッパとか中近東などのアラビアとかサンスクリット語とかラテン語を中心にしたものを、日本にその中心になっている言葉とその周りの言語の関係をその宗教という要素を媒介にして発展していくという、観察からやり出した、試みでありまして、今度のシンポジウムは4回目で、特に和漢を中心に、それから他の東アジアの漢文文化圏のいろんな現象をもとにして、我々のこれからのそのヒエログロシアの正語論の一番豊かな、言語的に豊かな分野として、その勉強をちょっと深めていきたいと思います。なかなか難しい、私の勝手な考えでしたけれど、その皆さんの知識、ここに来られた専門家たちの知識を使いまして、それを深めていきたいと思います。特にわざわざおいでくださった国立文学研究資料館のロバート・キャンベルの館長であるロバート・キャンベル先生のわざわざおいでくださって、非常に深く感謝しております。ですから、まずこの2日間の会議の挨拶の言葉を先生にお任せしたいと思います。よろしくお願いいたします。